Alors, quand on a pensé l'événement avec les équipes de l'IMA, on s'est dit, voilà, il y a deux usages qui sont clairement déjà établis et matures en matière de métavers, c'est à la fois l'événementiel et la formation. Donc je vais vous proposer une cartographie de ces usages, je l'espère inspirante. Ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce que je vais vous présenter s'appuie sur 350 opérations qu'on a déjà conduites, donc on est dans le pragmatisme. C'est pas de la perspective, c'est pas de la perspective théorique. On est vraiment dans des choses qui se font actuellement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point à avoir en tête, et Guillaume en a un peu parlé, c'est le fait que ces mondes virtuels ont comme mission principale de rassembler des gens, de les rassembler et de leur permettre d'être en interaction les uns avec les autres, parce que incarnés par un avatar, ils sont en interaction les uns avec les autres, mais ils sont également en interaction avec leur environnement. Tout ça en synchrone, en 3D temps réel. Le dernier point, c'est la 3D, hein, effectivement. Et je voulais faire un dernier petit point d'introduction là-dessus, c'est que c'est en 3D. Pour autant, la plupart des expériences que nous avons conduites se pratiquent non pas avec des masques de réalité virtuelle, mais avec des ordinateurs, parfois avec des smartphones, des tablettes. On va aller très probablement vers des usages de plus en plus compatibles des plateformes en VR, mais pour l'instant, la quasi-totalité des expériences se font sur un ordinateur. Donc le premier sujet de la matinée, c'est l'événementiel. Alors, tous les mots qui sont là sont des cas d'usage qu'on a déjà pratiqués, pour certains de multiples fois. Alors on va pas les passer tous en revue, hein, c'est pas l'objet. Alors je vois qu'il y a des photos qui se prennent. Vous aurez un lien à la fin de la présentation pour pouvoir télécharger la présentation. Donc ces usages événementiels, ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment l'ère Covid a initié quelque part l'usage des mondes virtuels, même s'il y avait déjà des tentatives avant, mais ça a initié l'usage de ces mondes virtuels pour l'événementiel. On en a fait pas mal pendant la phase Covid, et puis évidemment post-Covid, les événements se sont un peu taris, les gens avaient envie de se retrouver, et pour autant, on voit commencer à poindre de nouvelles tentatives, de nouveaux essais, de nouvelles expériences pour réaliser des événements dans ces mondes virtuels. Alors les raisons sont multiples, hein. Il y a à la fois de l'appropriation et de l'acculturation, il y a aussi la réduction des coûts, la réduction des déplacements, du coup le gain de temps, et à partir du moment où on réunit plusieurs dizaines de personnes à plusieurs milliers de personnes en simultané sur un monde virtuel, ça a évidemment beaucoup d'intérêt. Alors, dans la matinée, vous aurez notamment, dans la matinée et l'après-midi, vous aurez notamment l'intervention de Sébastien, TF1 Pub, et de Margot, Newen Studio, cet après-midi. Donc je ne vais pas détailler ces usages-là, je vous invite à rester, évidemment, jusqu'au bout pour y assister. Moi, je voulais vous parler. Alors, je ne vais pas détailler le cas d'usage à proprement parler. Je voudrais juste, sur chacune de ces slides, faire ressortir un point. Sur celui-ci en particulier, il y en a peut-être deux là même. Le premier point, c'est qu'on s'adresse là à c'était un événement panafricain. L'objectif était de pouvoir rendre accessible cet événement le plus largement possible. J'ai 14 minutes devant moi, ça y est, le prompteur s'est mis en place. De le rendre le plus accessible possible, pas beaucoup d'ordinateurs, donc on a choisi une plateforme qui était compatible avec les téléphones portables et les smartphones. Donc ça, c'était un premier point, hein. Donc l'importance de la prise en compte des contraintes dans le choix d'une plateforme.
Sujet important. Et le deuxième sujet là-dessus, mais on va le retrouver ailleurs, c'est que, évidemment, les gens étaient répartis un peu partout en Afrique et que les réunir tous en un même point était compliqué. Voilà, donc ça, c'est concrètement une application assez évidente. Deuxième cas d'usage, alors celui-ci qui date un peu, c'est de 2021, mais c'était un gros événement puisque c'était le nautique parisien. Le point important à comprendre là, c'est que l'idée première de cet événement n'était pas tant de réunir plein de visiteurs pour venir découvrir les bateaux. D'abord parce que la plateforme utilisée, en l'occurrence Virbela, permettait très difficilement d'intégrer des modèles 3D de bateaux dans le monde. Mais c'était plutôt dans une logique de réunir une communauté et de garder le contact et le lien avec l'ensemble de l'industrie du nautisme. Il y a eu plus de 200, 150 exposants qui étaient présents, et ça a permis à la fédération de garder le lien, ne sachant pas combien de temps allait durer le Covid, de garder le lien avec sa communauté. Donc l'usage communauté est un usage important. Autre cas d'usage, alors celui-ci c'est pas nous, c'est Gucci. Alors là on est dans l'usage plutôt marketing, dans l'usage de créer du lien entre la marque et ses cibles. En l'occurrence, la Gucci voulait expérimenter le fait d'aller toucher les jeunes, les plus jeunes, donc ils ont choisi Roblox. Et du coup, ça a permis de réaliser un bel événement dans l'esprit de la marque, en personnalisant l'expérience. Je voudrais juste attirer l'attention, on a parlé un petit peu d'éthique tout à l'heure avec Guillaume. Donc là, tant qu'on est sur de l'événement, de mise en contact avec les flux de visiteurs de la plateforme, je pense que ça va. À partir du moment où on risque d'entrer dans un tracking et un traçage des comportements des gens, le métavers présente le danger d'être beaucoup plus puissant que les médias sociaux. Donc nous, on ne pratique pas ce genre de monde. Voilà, il faut juste avoir ça en tête, que l'éthique est un point important à prendre en considération quand on travaille dans le métavers, et a fortiori dans les années qui viennent. Autre cas d'usage dont vous avez sans doute entendu parler, celui développé par Vroom et avec Jean-Michel Jarre, donc le fait d'utiliser un monde virtuel pour réaliser des concerts, avec en plus captation en direct de l'artiste et intégration dans le monde virtuel. Donc vous avez peut-être aussi entendu des exemples sur Fortnite avec Travis Scott, avec Ariana Grande, avec... comment elle s'appelle, la française, la Narakumi, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, excusez-moi, j'ai pas tout à fait l'âge. Voilà. Donc, ces expériences sont de plus en plus présentes et vont très probablement se développer dans les mois et années qui viennent. L'objectif, évidemment, par rapport à un concert classique, c'est de démultiplier totalement la capacité de personnes qui assistent au concert. Ça va, ça, pour les événements ? Alors après l'événementiel, donc plutôt les sujets formation et ressources humaines. Donc là, même chose, c'est un des usages les plus développés actuellement. Et tout ce qui est présenté là aussi dans le côté droit de ce cercle sont des usages en cours, réalisés. Voilà. Alors, sur cette partie-là, et sans rentrer là non plus dans le détail de chacun de ces cas d'usage, je dirais que probablement le télétravail, la perte de lien entre le collaborateur
et son entreprise, les difficultés de management, tout ça favorise les expérimentations qui sont en cours sur l'utilisation du métavers pour créer un environnement qui soit unifié quelque part, même s'il est virtuel, il est unifié entre les collaborateurs qui sont chez eux, tout seuls, pas forcément reliés à leur marque, et ceux qui sont en coworking ailleurs ou en déplacement ou dans leur bureau physique. Hein. Donc je pense que la pratique du télétravail va favoriser l'émergence, et l'émergence de ces usages va aussi favoriser la bonne pratique du télétravail. Hein. Alors nous aurons aussi deux présentations notamment sur ces sujets-là par Thomas de l'IPAG et Patrick d'Auchan en fin de matinée et dans l'après-midi. Donc ils détailleront leurs expériences. Moi je voulais vous parler donc de ce cas d'usage avec Soprasteria qui a été initié à l'été 2020. Donc dans des logiques de dire voilà, est-ce qu'on peut utiliser un monde virtuel pour onboarder mes collaborateurs. Soprasteria, c'est à peu près 100-110 collaborateurs onboardés chaque semaine. Et donc on a commencé à conduire l'expérience sur Virbela qu'on utilisait, qui était la seule plateforme qu'on utilisait à l'époque. Aujourd'hui on en utilise une bonne dizaine sur les 250 qui existent, ou plus. Et du coup, l'expérience a été positive. Donc toutes les semaines, pendant 2 jours, en fin de semaine, le jeudi, vendredi, les collaborateurs sont onboardés. Un programme qui a été établi par nos amis de Massive Immersive. Et puis au bout d'un moment, Soprasteria s'est posé la question de la souveraineté, qui est un sujet dans le métavers. Et du coup, on a travaillé avec eux, et c'est la solution TeamU, dont Clément est ici présent, qui a été retenue pour la suite des opérations. Voilà. Autre cas dans la formation, donc celui des arts et métiers qui a un campus permanent dans le métavers. Mais ce que je voulais dire, c'est que les arts et métiers ne font pas que ça. Ils ont aussi ils sont sur un programme qui s'appelle Génie, de jumeaux numériques, mais intégrables dans des mondes virtuels. Donc c'est un programme de recherche avec le CNAM aussi. Thierry est ici présent. Et donc leur idée, c'est de se dire voilà, j'ai des campus un peu partout. Comment je peux relier les étudiants qui sont sur tous ces campus? Est-ce que je peux pas leur faire des expériences ensemble, des formations ensemble, participer à des journées portes ouvertes, avoir des forums d'entreprise? Donc on est vraiment là dans un usage multiple d'un monde virtuel à partir du moment où on rassemble des gens. C'est moi qui fais ce bruit là ou Ouais, c'est les gargouillis. Du coup, voilà, donc sur le projet Génie notamment, l'idée c'est aussi de voir comment, on parlait de l'IoT, on parlait voilà, des jumeaux numériques industriels, comment est-ce qu'on peut créer des modèles 3D interactifs de machines et pouvoir former les jeunes sur ces machines, sans avoir besoin de les déplacer là où aller, sans les mettre en risque, etc. etc. Autre cas d'usage, donc Alstom University, Franck est ici aussi. Voilà. Donc là, on est sur un usage entreprise, campus permanent, plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites et qui viennent pratiquer les formations en virtuel. Voilà, c'est le démarrage. On explore, on apprend la pédagogie aussi dans ces mondes virtuels. C'est une pédagogie
qui est un peu hybride, quelque part, entre ce qu'on peut avoir dans l'enseignement physique, en présentiel, et dans les pratiques d'e-learning. Voilà, là on est beaucoup plus dans le synchrone, même si évidemment le monde virtuel, puisqu'il est persistant, permet de laisser des traces et des formations qui peuvent se faire en asynchrone également. Voilà, je suis arrivé au bout de cette présentation. Donc si vous voulez télécharger le PowerPoint, vous pouvez scanner ce QR code. Je vous remercie. Je le remets si vous n'avez pas eu le temps. Voilà, je vous remercie. Nous sommes aussi avec les autres acteurs techno présents dans la salle de pause. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Marois et Lisiane, ici présentes, voilà, seront aptes à répondre à toutes vos questions par rapport à ce que j'ai pu vous expliquer maintenant.